Un millionnaire s'est rendu chez sa femme de ménage pauvre pour l'expulser parce qu'elle ne payait pas le loyer. Mais il a fondu en larmes en voyant 2 enfants jumeaux affamés à l'intérieur de la maison. Assis derrière un bureau, en chêne massif qui dominait tout un pan de la ville de Lyon, Arnaud Morel faisait défiler sur son écran la liste des locataires en retard de paiement. L'atmosphère de son bureau, élégamment décorée de toiles contemporaines et baignée dans une lumière dorée filtrée par d'épais rideaux crème, tranchait violemment avec l'irritation visible sur son visage. Le silence n'était interrompu que par le bruit sec de ses doigts tapant sur la table rythmant son agacement. Arnaud n'était pas un homme patient. Dans le monde impitoyable de l'immobilier, il s'était taillé une réputation de stratège froid et méthodique. Chaque chiffre dans ses tableaux représentait une opération à optimiser, un problème à résoudre, un obstacle à contourner. Rien de personnel. Jamais. Jusqu'à ce jour. Une ligne dans le tableau attira son attention comme une écharde. Claire Dupont. Le nom ne lui était pas étranger. Une dette de 3 mois de loyer, dans une des maisons les plus anciennes de son portefeuille, située dans une petite commune à l'est de la ville. Il fronça les sourcils. Claire Dupont, bien sûr. Sa femme de ménage. Celle qui, discrète et ponctuelle, venait chaque jeudi nettoyer les moindres recoins de son bureau sans jamais prononcer plus de quelques mots. Il revérifia le document. Il n'y avait aucun doute, c'était bien elle. Une sensation inhabituelle monta en lui. Ce n'était pas de la colère, ni même de la déception. C'était de l'incompréhension. Comment pouvait-elle, lui, devoir de l'argent sans jamais rien dire, sans même tenter d'expliquer? Elle entrait chaque semaine dans son univers, rangeait ses papiers, nettoyait ses vitres, passait l'aspirateur sans bruit. Et pourtant, elle avait dissimulé une telle difficulté. Cela le piqua au vif. Il hésita une seconde, puis se leva brusquement, attrapa sa veste, ordonna à son assistant d'annuler ses rendez-vous de l'après-midi. Il avait pris une décision. Il irait lui-même vérifier cette situation. Pas de médiateur, pas d'avocat, pas de courrier recommandé. C'était personnel, désormais. Une exception qu'il ne s'autorisait jamais, mais qui, étrangement, lui paraissait justifiée. Sur le trajet en voiture, ses pensées tourbillonnaient. Arnaud tentait de rationaliser cette décision impulsive. Peut-être qu'un face-à-face permettrait de clarifier les choses, de comprendre ce qui avait pu se passer. Peut-être même qu'il pourrait trouver une solution, discrète et rapide, avant que la situation ne dégénère. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas seulement une question de loyers impayés. Il y avait autre chose, une faille dans son système bien huilé. Alors que la ville de Lyon s'effaçait derrière les vitres teintées de son véhicule, il fixait le paysage rural défilé, son esprit plus agité qu'il ne voulait l'admettre. Il se souvenait de Claire, de ses mains toujours abîmées, de sa silhouette discrète, de son regard fuyant. Jamais un mot de trop, jamais une plainte. Et pourtant, quelque chose en elle l'avait toujours intrigué sans qu'il ne s'y attarde. En arrivant à la petite maison décrépie au bout d'un chemin de terre, il coupa le moteur. Un silence épais régnait, seulement troublé par le vent léger qui faisait bruisser les feuilles. Il sortit, réajusta son manteau et s'approcha de la porte en bois usée par le temps. Une maison modeste, presque oubliée du monde. Il monta les 2 marches, leva la main, frappa 3 fois. Fort, sec, assuré. Aucune réponse. Il attendit, fronçant les sourcils. Frappa de nouveau. Rien. Il appela « Claire, c'est Arnaud Morel ». Toujours rien. Un silence inhabituel, presque pesant. Il s'apprêtait à repartir, convaincu qu'elle évitait le conflit, qu'elle avait anticipé sa venue. Il soupira, recula d'un pas, jetant un dernier regard vers la façade. C'est alors qu'il remarqua un détail. La porte n'était pas fermée. Elle était entrebâillée, légèrement. Juste assez pour laisser passer un courant d'air. Son cœur fit un léger bond. Un mauvais pressentiment s'insinua en lui. Il poussa doucement la porte qui grinça longuement. L'intérieur de la maison était sombre. Il fit un pas, hésita, puis appela de nouveau, plus fort. Et là, il entendit un bruit, léger, étouffé, un sanglot. Il resta figé, tous ses sens en alerte. Quelque chose n'allait pas. Rien ne s'était passé comme prévu. Le bruit qu'il avait entendu, faible et vacillant, s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Arnaud resta un instant immobile dans l'entrée sombre,
les yeux tentant de s'habituer à la pénombre. Le couloir exhalait une odeur de renfermé et d'humidité. L'air était épais, comme si la maison n'avait pas été aérée depuis plusieurs jours. Une sensation d'abandon planait dans chaque recoin. Il avança lentement, ses semelles résonnant sur le parquet craquant. « Claire » appela-t-il de nouveau, plus bas cette fois, comme s'il avait peur de troubler un équilibre fragile. Toujours pas de réponse. La lumière du jour filtrait, à peine à travers les rideaux tirés, dessinant des ombres allongées sur les murs. Il passa devant un salon exigu où un vieux canapé au coussin déformé faisait face à une télévision éteinte. Des jouets cassés traînaient sur le tapis. Un puzzle inachevé couvrait une table basse. Tout semblait figé, suspendu dans une attente silencieuse. Il continua son exploration, poussé par une inquiétude qu'il ne s'avouait pas encore. C'est en atteignant la cuisine qu'il s'arrêta net. Au sol, blotties l'une contre l'autre, deux petites filles enveloppées dans des couvertures aussi fines que transparentes le fixaient avec des yeux grands ouverts. Leurs visages étaient presque identiques, pâles comme de la porcelaine, avec des cernes prononcées. Elles ne criaient pas, ne bougeaient pas. L'une d'elles tenait un paquet vide de biscuits contre sa poitrine comme un trésor épuisé. Le souffle d'Arnaud se coupa. Il resta figé un instant, déstabilisé. Rien dans son parcours, dans ses décisions calculées, ne l'avait préparé à cette vision. 2 enfants seuls. Et Claire, absente. Ce n'était pas seulement un retard de loyer. C'était un abandon, une alarme silencieuse que personne n'avait entendue. Il fit un pas dans la cuisine. Les petites se resserrèrent instinctivement l'une contre l'autre comme 2 chatons apeurés. Il leva lentement les mains, paumes ouvertes. « Je ne vais pas vous faire de mal », murmura-t-il, d'une voix qu'il ne se connaissait pas. Elle tremblait légèrement. Les fillettes le regardèrent sans répondre. Il s'accroupit, s'efforçant de rendre sa posture moins imposante. Maintenant qu'il les voyait de près, il pouvait remarquer les détails, leurs cheveux emmêlés, les traces de poussière sur leurs joues, les vêtements trop légers pour la saison. Elle devait avoir 6, peut-être 7 ans. Un silence tendu s'installa. Il scruta la pièce du regard, tentant de trouver un indice. Le frigo était fermé, les placards aussi. Pas de signe de lutte, ni de désordre manifeste. Juste cette impression de vide, comme si la maison avait été abandonnée à elle-même. « Où est votre maman ?» demanda-t-il doucement. La plus âgée des 2, il supposait, cligna lentement des yeux, puis désigna la porte d'un petit geste du menton, sans dire un mot. Il comprit qu'elle voulait dire « pas ici ». Son cœur se serra. Il se releva lentement et se dirigea vers la porte du fond, qu'il poussa. Une petite chambre apparaissait, lit superposé, murs décorés de dessins d'enfants. Vide. Il ouvrit d'autres portes, une salle de bain à moitié éclairée, un débarras plein de cartons. Nulle part, aucune trace de Claire. Et aucun signe indiquant quand elle était partie, ou pourquoi. Revenant dans la cuisine, il s'appuya contre le chambranle, observant les enfants. Elle n'avait pas bougé. Le paquet vide entre leurs mains lui semblait tout à coup insupportablement cruel. Il s'accroupit de nouveau. « Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui » demanda-t-il. Les 2 têtes secouèrent la tête. Un mouvement synchrone. Arnaud ferma les yeux une seconde. Il n'avait jamais eu d'enfant, n'en avait jamais voulu. Il ne savait pas comment parler aux petits, encore moins dans une situation pareille. Mais là, il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas simplement retourner à Lyon, inscrire une note de plus dans son tableau Excel et oublier ses regards vides. « Vous avez faim ?» Cette fois, la plus jeune acquiesça. Un geste minuscule mais qui l'atteignit en plein cœur. Il se releva, ouvrit les placards, presque vides. Une boîte de conserve sans étiquette, du riz sec dans un sachet mal fermé, un pot de confiture entamé. Rien d'immédiat, rien pour des enfants affamés. Il ouvrit le frigo. Une seule bouteille d'eau à moitié pleine trônait sur l'étagère du bas. Rien d'autre. Il referma lentement la porte, l'esprit en ébullition. Il devait faire quelque chose. Mais quoi? Aider? Appeler quelqu'un? Rechercher Claire? Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit, espérant un message de son bureau. Mais non. Juste une notification sans importance. Son regard revint vers les filles. Une question s'imposa à lui, brutale. Et si elle ne revenait pas? Les minutes s'étiraient dans un silence troublant. Arnaud restait debout, immobile, observant les 2 petites filles assises sur le carrelage froid.
L'image était irréelle. Ces deux enfants, si semblables, comme une duplication imparfaite du même être, semblaient figés dans le temps, dans une attente qui ne disait pas son nom. L'une d'elles avait posé le paquet vide de biscuits à côté d'elle, comme si elle comprenait qu'il ne servait plus à rien. Arnaud se força à respirer lentement. Son esprit cherchait encore à reprendre le dessus, à classifier, organiser, comprendre. Mais aucune logique ne tenait ici. Il y avait seulement l'évidence. Deux enfants seuls, affamés, abandonnés, et lui, impuissant. Il s'approcha, s'agenouilla à nouveau, et tenta une autre approche. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. La plus âgée le fixa avec une intensité troublante. Après une hésitation, elle répondit dans un souffle à peine audible « Lucie ». Puis elle regarda sa sœur, qui chuchota à son tour « Manon ». Lucie et Manon. Il répéta les noms dans sa tête, comme pour les ancrer. Les mots avaient une résonance étrange. Ils ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait l'habitude de gérer. Des chiffres, des contrats, des acquisitions, oui, mais pas ça. Pas des noms d'enfants portés par deux fillettes aux joues creuses et au regard trop vieux pour leur âge. Il jeta un œil à son téléphone. Aucun message, aucun appel. Le réseau était faible dans cette zone reculée. Il pensa à appeler les services sociaux, mais quelque chose le retenait. Peut-être le regard fixe de Lucie, peut-être la manière dont Manon s'était recroquevillée davantage, comme si elle savait ce que signifiait être prise en charge. Il se releva, ouvrit les volets pour laisser entrer un peu de lumière. La pièce sembla respirer à nouveau. La lumière révélait la poussière dans l'air, la saleté incrustée sur les meubles, mais aussi la présence de dessins accrochés au mur, griffonnés à la hâte, maladroits mais colorés. Des maisons, des soleils, des cœurs. Une normalité, fragile, construite par des mains d'enfants. Une bouffée d'amertume lui monta à la gorge. Comment une telle situation avait-elle pu passer inaperçue? Comment Claire, qu'il côtoyait chaque semaine, avait-elle pu cacher tout cela? Il pensait la connaître, du moins dans les limites impersonnelles de leur relation. Mais il ne savait rien, en vérité. Il retourna auprès des filles. « Est-ce que votre maman va revenir ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Lucie haussa les épaules. Elle a dit qu'elle devait trouver à manger. Elle est partie hier. Hier. Le mot résonna comme une alarme. Cela signifiait qu'elles avaient passé la nuit seules. Peut-être plus. Arnaud sentit une pression étrange dans sa poitrine. Il se redressa brusquement, son instinct de contrôle vacillant. Il ne pouvait pas rester là à attendre qu'une femme disparue réapparaisse. Il devait agir. Il fouilla rapidement les environs à la recherche d'un indice, d'un mot, d'un message. Rien dans le salon, ni dans la salle de bain. Mais en entrant dans la chambre de Claire, il remarqua quelque chose sur la table de chevet. Un petit carnet usé à la couverture souple. Il l'ouvrit. Des listes de courses, des mots griffonnés, des rappels de rendez-vous. Rien de concluant. Mais dans une page déchirée, il vit une phrase incomplète. Ne pas oublier le lait, les couches. Cela confirmait ce qu'il savait déjà. Claire avait tout assumé seule. Il retourna dans la cuisine, les mains vides. Les filles le fixaient encore, comme si elles attendaient qu'il décide de leur sort. Il s'agenouilla une nouvelle fois. « Vous avez déjà mangé du riz avec du sucre ?» demanda-t-il avec un sourire maladroit. Lucie hésita puis hocha la tête. Il se leva, chercha une casserole, fit chauffer un peu d'eau. Il y avait du riz, du sucre et de la confiture, de quoi improviser quelque chose. Tandis qu'il s'affairait, maladroitement, il sentit les regards posés sur lui. Deux paires d'yeux qui ne le quittaient pas, curieuses, méfiantes, mais peut-être un peu rassurées. Une quinzaine de minutes plus tard, il servit 2 assiettes à moitié pleines. Les filles mangèrent en silence, lentement, avec une concentration presque religieuse. Il resta debout, les observant. À cet instant précis, il comprit que sa vie venait de basculer. Rien de spectaculaire, pas de révélation théâtrale, juste une certitude intime. Il ne pourrait plus repartir comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elles eurent terminé, il leur proposa de s'installer dans le salon. Elles obéirent sans protester, toujours silencieuses. Il chercha une couverture propre, en trouva une dans un placard. Il les installa sur le canapé, leur mit un dessin animé sur la vieille télévision. L'image était floue, le son grésillait, mais elle regardait sans cligner. Il s'assit dans un fauteuil à distance. Et là, pour la première fois depuis des années, Arnaud Morel se sentit dépassé, inutile, humain.
Il regardait deux petites filles qu'il n'aurait jamais dû rencontrer dans une maison qu'il avait probablement acquise, sans même savoir qu'elle appartenait à une famille. Il comprenait soudain que derrière chaque ligne de son tableau Excel, il y avait des vies, des silences, des douleurs invisibles. Et cette nuit-là, dans une maison froide au fond de la campagne lyonnaise, le milliardaire impatient cessa de penser en termes de perte ou de gain. Il attendit que Claire revienne, que la suite prenne forme. Il ne savait pas encore que rien ne serait jamais plus comme avant. La nuit avait été longue. Arnaud ne dormit presque pas, assis dans ce fauteuil trop étroit pour son gabarit, recouvert d'un plaid râpé qu'il avait trouvé dans un coin de la chambre. Les jumelles s'étaient finalement endormies sur le canapé, l'une contre l'autre, leur respiration calme tranchant avec la tempête silencieuse dans l'esprit de leur hôte inattendu. Le froid de la maison s'était insinué jusque dans ses os, mais Arnaud n'avait pas osé bouger. Chaque craquement du bois, chaque souffle de vent contre les vitres l'avait fait tressaillir. Non pas de peur, mais d'un sentiment nouveau, l'inquiétude. Une inquiétude profonde, viscérale, qui ne se dissipait pas. Claire n'était toujours pas revenue. À l'aube, il s'était levé pour chercher un peu de café, un geste réflexe. Il avait fouillé les placards, espérant y trouver ne serait-ce qu'un vieux paquet oublié. Rien, juste des miettes de provisions, des traces de vie qui s'effilochent. Il ouvrit de nouveau le frigo, espérant que l'étrange immobilité de la nuit lui aurait menti. Mais non. Une simple bouteille d'eau trônait toujours là, isolée sur une étagère tachée. Le frigo était vide, d'une nudité presque insultante. Il le fixa un long moment comme si cette image contenait une réponse. Il repensa à son propre frigo chez lui, à Lyon, toujours rempli par une intendante invisible. Des plats préparés, des produits de luxe, du vin millésimé, des sauces qu'il ne goûtait jamais. Il n'avait jamais ressenti la faim. Il n'avait jamais connu cette attente sourde, celle qui vous griffe le ventre et vous fait oublier tout le reste. Il referma lentement la porte et posa ses mains sur le comptoir. Quelque chose dans son souffle avait changé. Ce n'était plus seulement une gêne, une intrusion dans son quotidien parfait. C'était un bouleversement. L'absence de Claire devenait une urgence. Il se tourna vers le salon. Les filles dormaient encore, roulées en boule sous la couverture. Leur visage, plus détendu que la veille, portait encore les traces de fatigue et de peur. Arnaud ressentit une bouffée d'émotion qu'il repoussa aussitôt. Il n'était pas prêt pour ça. Pas encore. Il retourna dans la chambre de Claire. Peut-être avait-il manqué quelque chose. Un indice, un mot. Il fouilla les tiroirs, ouvrit les armoires, parcourut les étagères. Dans une boîte à chaussures, il trouva quelques photos. Claire plus jeune, souriante, tenant deux bébés, dans ses bras. Un homme à ses côtés, grand, barbu, avec des yeux clairs. Le père, supposa-t-il. Sur une autre photo, les mêmes filles, un peu plus grandes, déguisées en fées, des ailes pailletées sur le dos. Il sentit sa gorge se serrer. Des souvenirs simples, des fragments d'une vie normale, engloutis par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Puis, en revenant dans la cuisine, ses yeux tombèrent sur la table. Il n'y avait rien la veille, il en était certain. Mais à présent, un petit morceau de papier froissé y était posé. Il s'approcha, le prit. L'écriture tremblait, comme tracée à la hâte, sous le coup de la panique. « Je reviens dès que je peux. Je vais chercher à manger pour les filles. Pardonnez-moi. » Pas de date, pas de signature. Mais il savait que c'était clair. Il la reconnaissait dans l'économie des mots, dans la pudeur même de la supplique. Il s'assit, fixant le mot comme s'il pouvait en extraire davantage. Elle était partie, volontairement, pour nourrir ses enfants. Et depuis, rien. Arnaud passa la main dans ses cheveux, une habitude qu'il n'avait plus depuis l'époque où les problèmes avaient encore le pouvoir de le déstabiliser. Il regarda de nouveau les petites. Que faire? Les emmener? Mais où? Et si Claire revenait? Et si elle ne revenait pas? Il prit son téléphone. Toujours peu de réseau. Il s'éloigna de la maison, monta sur le chemin qui longeait la propriété, cherchant un point plus haut. Là, enfin, 2 barres de signal. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur mais qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. « Élodie !» Sa sœur répondit, étonnée de l'appel matinal. « Arnaud, il y a un problème ?» Il hésita. Il n'avait pas encore trouvé les mots. « Je crois que j'ai besoin de ton aide. Dis-moi. » Il s'agit d'une de mes employées. Elle a disparu et ses filles sont seules.
Un silence au bout du fil. Puis, « Tu es avec elle ?»« Oui, elles vont bien, mais la maison est vide, le frigo aussi. Tu as appelé la police ?»« Non, pas encore. » Élodie soupira. « Donne-moi l'adresse, j'arrive. » Il raccrocha. Il n'avait jamais aimé demander de l'aide, encore moins à sa sœur, toujours prompte à le juger sur ses choix de vie. Mais là, il savait qu'il n'y arriverait pas seul. Cette situation le dépassait, et il ne pouvait plus faire semblant. Quand il revint à la maison, les jumelles étaient réveillées. Lucie le regardait, sans un mot. Elle semblait comprendre, comme si elle avait lu dans ses yeux qu'il avait découvert le mot de leur mère. Arnaud s'agenouilla à côté d'elle. « Maman va revenir », murmura-t-il, sans vraiment savoir s'il y croyait. Manon hocha la tête avec une confiance aveugle. Lucie, elle, baissa les yeux. Et Arnaud, pour la première fois, sentit que ce n'était plus seulement une histoire de loyers impayés. C'était une faille dans le monde, une urgence silencieuse. Et il y était désormais mêlé, que cela lui plaise ou non. La matinée avançait lentement, suspendue entre incertitude et attente. Arnaud, incapable de rester inactif, avait commencé à ranger la cuisine, à défaut de pouvoir faire autre chose. Il avait lavé les 2 assiettes de la veille, rangé les quelques objets éparpillés sur le sol, sans vraiment réfléchir à ses gestes. Tout semblait irréel, comme si son propre corps avait décidé d'agir à sa place. Lucie et Manon restaient silencieuses. Elles n'avaient pas demandé où était leur mère, ni ce qu'ils comptaient faire. Elles jouaient à voix basse avec une peluche sale et une poupée sans bras, s'inventant des histoires dans un langage que lui ne comprenait pas. Elle n'avait pas pleuré, pas encore, et c'était peut-être ce qui le troublait le plus. Le billet retrouvé sur la table ne quittait pas sa poche. Il l'avait relu plusieurs fois. Chaque mot vibrait d'une détresse qu'il ne connaissait pas. « Pardonnez-moi ». Ce dernier mot lui revenait sans cesse. Claire avait écrit cela dans l'urgence, mais aussi avec une honte palpable, comme si elle croyait qu'abandonner ses filles pour aller chercher à manger était une faute impardonnable, comme si elle devait se justifier de n'avoir rien. Arnaud s'assit dans le fauteuil du salon, croisant les bras, pensif. Son téléphone vibra. Élodie, il décrocha immédiatement. « Je suis à 10 minutes. Tu peux venir m'attendre au croisement ?»« Oui. » Il mit son manteau, lança un regard aux petites. « Je reviens tout de suite, d'accord ?» Lucie acquiesça sans un mot. Dehors, l'air était froid, tranchant. La brume matinale n'avait pas encore totalement disparu. Il marcha d'un pas vif jusqu'au croisement où le sentier rejoignait la route principale. Là, une voiture blanche apparut, garée sur le bas-côté. Élodie en sortit, emmitouflée dans une grosse écharpe. Elle courut vers lui. « Alors, où est-elle » Il secoua la tête. « Disparue depuis hier. Les filles disent qu'elle est partie chercher à manger. J'ai trouvé ce mot. » Il lui tendit le billet. Elle le lut en silence, son visage se durcissant. « Tu as bien fait de m'appeler. Il faut alerter quelqu'un, elle peut être en danger et les enfants... » « Je sais, mais je ne voulais pas encore appeler la police. Pas avant de comprendre. » Élodie le regarda avec une sévérité mêlée de compassion. « Arnaud, tu ne peux pas gérer ça seul. Ce n'est pas un contrat ou une fusion, c'est une famille brisée. Tu dois t'en rendre compte. » Ils reprirent la route ensemble, vers la maison. Lorsqu'ils entrèrent, Lucie leva les yeux, et Élodie s'agenouilla aussitôt, un sourire doux aux lèvres. « Bonjour, Lucie. »« Bonjour, Manon. Je suis une amie de votre maman. Elle m'a demandé de veiller sur vous. » Les filles ne dirent rien, mais Manon se glissa dans les bras de sa sœur. Le regard de Lucie se posa sur Arnaud, presque accusateur. Il détourna les yeux. Il ne savait pas si elle comprenait ce qu'il ressentait, mais elle voyait. Elle voyait qu'il ne contrôlait plus rien. Élodie prit le temps de les observer, de leur parler doucement, posant des questions simples. Arnaud s'éloigna vers la cuisine. Il ouvrit les placards une nouvelle fois, comme si un miracle avait pu se produire en son absence. Mais rien n'avait changé. Soudain, Élodie le rejoignit. « Je les ai examinées rapidement. Elles sont déshydratées, amaigries, mais pas en danger immédiat. Tu as fait ce qu'il fallait. Pas assez. » Il se laissa tomber sur une chaise. « Comment ai-je pu ne rien voir ? Elle nettoyait mon bureau chaque semaine, Élodie. Chaque jeudi, elle était là et moi, je ne lui ai jamais parlé. » Elle s'assit en face de lui, posant ses mains sur la table. « Parce que tu ne regardes pas. Parce que dans ton monde, tout est compartimenté. Tu ne veux pas voir les failles ?» Il ne répondit pas. « Arnaud ?» Elle le fixa. «
Tu sais ce que je trouve le plus étrange? Il releva la tête. C'est que tu sois là, que tu sois resté, que tu n'aies pas juste appelé ton avocat et fait évacuer la maison. Il haussa les épaules. Je n'ai pas pu, je les ai vus. Et c'était comme quoi? Il chercha les mots, comme si elle m'obligeait à être humain. Elle sourit tristement. Il était temps. Un long silence s'installa. Puis elle dit, « Je vais appeler l'hôpital. Peut-être qu'elle y est. Si elle s'est évanouie ou a été retrouvée dehors, c'est là qu'on l'aurait emmenée. » Il acquiesça. Elle sortit pour passer l'appel. Arnaud resta seul un moment. Il se leva, retourna dans la chambre de Claire. Il s'attarda sur les détails, une robe suspendue à une poignée, un sac en tissu avec des affaires d'enfant, un carnet où les pages s'étaient arrêtées il y a 3 semaines. Il ouvrit un tiroir. Au fond, sous une pile de vêtements, il trouva une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une lettre non envoyée adressée à un certain Julien. Il lut. C'était une lettre de rupture. Claire y racontait un quotidien devenu insoutenable. Elle y parlait de leur dispute, de l'épuisement, de la peur de ne plus pouvoir protéger les filles. Elle n'avait pas eu le courage de l'envoyer. Arnaud referma l'enveloppe, pris d'une colère sourde. Pas contre Julien, pas contre Claire, contre lui-même. Il possédait cette maison depuis des années. Il avait signé le contrat d'acquisition. Il n'avait jamais su que quelqu'un y vivait dans ces conditions. Quand Élodie revint, son visage était grave. Ils l'ont retrouvée. Elle est aux urgences. Gravement déshydratée, faible, mais vivante. Il se leva brusquement. « Je vais y aller. » Élodie le retint. « Attends, il y a autre chose. Elle a donné ton nom en entrant. Elle t'a demandé. » Il la fixa abasourdi. « Pourquoi moi ?» Élodie haussa les épaules. « Peut-être parce que tu étais le seul à ne jamais lui avoir demandé si elle allait bien. » Il baissa les yeux. Puis, sans un mot, prit son manteau. Il devait la voir. Il devait entendre de sa bouche ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. La voiture filait sur l'asphalte humide, avalant les kilomètres qui séparaient la petite commune de l'hôpital de Lyon. Arnaud conduisait en silence, les mains crispées sur le volant. Élodie était assise à ses côtés, son regard fixé sur la route, mais ses pensées visiblement ailleurs. Dans le silence tendu qui les enveloppait, le monde extérieur semblait avoir disparu, remplacé par le tumulte intérieur qui grondait en eux. « Tu es sûr de vouloir lui parler tout de suite ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Oui. » Sa réponse fut sèche, immédiate. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle savait que, malgré tout ce qu'il renvoyait, Arnaud n'était pas aussi imperméable qu'il le prétendait. Et cette situation le prouvait. Il aurait pu déléguer, envoyer un juriste couper net le lien avec Claire et ses filles. Mais il était là, au volant, tendu comme un arc, prêt à affronter quelque chose de plus fort que lui. Ils arrivèrent à l'hôpital peu avant midi. Un ciel gris, chargé de pluie, pesait sur la ville. Arnaud entra dans le hall principal, se dirigea directement vers l'accueil, où il donna le nom de Claire Dupont. L'infirmière consulta son écran, hocha la tête. « Chambre 214, 2e étage. Elle est consciente mais faible. Vous êtes... un collègue. » Elle hésita, puis les laissa passer. Dans le couloir du 2e étage, l'odeur des désinfectants se mêlait au murmure lointain des machines. Arnaud ralentit en approchant de la chambre. Il n'avait pas pensé à ce qu'il dirait. Pas de discours prêt, pas de justification. Seulement ce besoin de comprendre. Et peut-être, sans le dire, de réparer. Il poussa doucement la porte. Claire était là, allongée, les bras maigres posés sur les draps blancs. Son visage était pâle, creusé, marqué par la fatigue et l'épreuve. Mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ceux d'Arnaud, s'emplirent de larmes immédiatement. Retenue. Elle ne dit rien. Lui non plus. Il s'approcha, tira une chaise et s'assit. Le silence entre eux était chargé de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Il s'arrêta. Le mot semblait ridicule, inutile. Elle lui sourit faiblement. « Merci. Pour les filles. »« Je n'ai rien fait. »« Si, vous êtes resté. » Cette phrase, si simple, le frappa. Il ne s'était jamais vu comme un homme qui reste. Il était celui qui passe, qui tranche, qui décide. Mais rester, cela lui était nouveau. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de ça ?» demanda-t-il finalement. Claire détourna le regard, le fixa sur le plafond. « Parce que je travaille pour vous et que vous êtes le genre d'homme à qui on ne dit pas ses faiblesses. » Il baissa les yeux. Honteux. Elle avait raison. Elle reprit, sa voix plus stable.
Mon mari m'a quitté il y a 1 an. Il a perdu son emploi, il est tombé dans la boisson, puis dans le silence. Il est parti du jour au lendemain. J'ai dû m'occuper des filles seule. J'ai pris ce travail de ménage parce qu'il payait à temps, parce que vous ne posiez pas de questions. J'ai vendu des bijoux, des meubles, puis plus rien. Elle ferma les yeux un instant, luttant contre l'émotion. « Et la maison ?» demanda-t-il. « Elle vous appartenait ?» Elle hocha la tête. « Elle était à ma grand-mère, mais il y a eu un problème avec les papiers quand elle est morte. Je n'ai pas compris à l'époque. Quelqu'un est venu, m'a proposé un rachat. C'était votre entreprise. J'étais dépassé. J'ai accepté sans lire. Je pensais que c'était pour régulariser. Puis je suis devenu locataire chez vous, sans même le savoir. » Arnaud sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait ses acquisitions par lot. Des dizaines de biens rachetés à des familles en difficulté. Un système efficace, froid, impersonnel. Il n'avait jamais su ou voulu savoir ce que cela impliquait pour ceux qui habitaient encore ces maisons. « Je suis désolé. » Elle ouvrit les yeux, le regarda, surprise. « Vous n'avez pas à l'être. Vous avez joué votre rôle. C'est moi qui ai échoué. » « Non. » Il se pencha légèrement. « Vous avez fait ce que vous avez pu. Et moi, j'ai échoué à voir ce qu'il se passait juste devant moi. » Un silence tomba, mais il n'était plus pesant. Il était presque doux. Claire inspira profondément. « J'ai eu peur, Arnaud. De tout. D'être jugé. De perdre les filles. J'ai pensé qu'en partant chercher à manger, je pouvais encore réparer. Mais mon corps n'a pas suivi. Je me suis effondré à 2 rues de la maison. » Il ferma les yeux un instant. Il imaginait la scène, la pluie, la faim, la fatigue. Et Claire, seule, tombant sur un trottoir, pendant que ses enfants l'attendaient dans une maison glaciale. Elles vont bien, Lucie est forte. Manon a encore ce regard de bébé qui croit. Elles n'ont jamais pleuré. Elles t'ont attendu. Elle sourit faiblement. Une larme coula enfin. Merci de leur avoir tenu la main. Il voulut répondre, mais fut interrompu par la porte qui s'ouvrit doucement. Une femme entra, tailleur sobre, dossier en main. Elle se présenta. Assistante sociale de l'hôpital. Arnaud se leva. Claire se redressa légèrement, inquiète. La femme consulta ses papiers. Madame Dupont, selon notre procédure, un signalement a été fait. Vos enfants ont été trouvés sans surveillance pendant plus de 24 heures. Claire blêmit. Une enquête est ouverte. Vous avez 72 heures pour prouver que vous pouvez leur offrir un environnement stable, sans quoi elles seront temporairement confiées à un foyer. Arnaud laissa tomber sa main sur le dossier de la chaise. Il sentit le souffle de Claire se briser. La visite fut brève. La femme repartit, laissant derrière elle un vide glacial. Claire regarda Arnaud, désespérée. « Je vais les perdre. » Mais dans le regard qu'il lui adressa, quelque chose avait changé. Il se leva. « Pas si je peux l'empêcher. » Et en sortant de la chambre, son pas était déjà plus rapide. Il ne savait pas encore comment, mais il ne laisserait pas cette famille s'effondrer. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus étroits, alors qu'Arnaud les traversait d'un pas pressé. Chaque respiration qu'il prenait se chargeait d'une urgence nouvelle. Il n'était pas un homme d'instinct, mais à cet instant, son esprit ne faisait plus de place au raisonnement calculé ni aux stratégies. Il n'avait qu'une certitude. Claire n'avait plus de temps. Et il devait faire quelque chose. De retour dans le hall, il s'arrêta net, fouilla dans sa veste et sortit son téléphone. Il appela son avocat personnel, demanda une réunion immédiate, exigea la présence de son service juridique et du responsable de la gestion patrimoniale. Ses ordres étaient brefs, secs, fermes. Il voulait des réponses. Sur la maison, sur le dossier de Claire, sur les erreurs du passé, et il les voulait dans l'heure. Lorsqu'il raccrocha, il resta quelques secondes figé, le regard perdu dans les reflets de la vitre d'entrée. Il se vit là, costume sombre, visage fermé, silhouette puissante, mais profondément déplacé dans cet endroit où tout rappelait la fragilité humaine. Puis, sans dire un mot à Élodie, il remonta à l'étage, retournant dans la chambre 214. Claire était assise, soutenue par 2 oreillers, les yeux encore humides, mais plus calmes. Lorsqu'il entra, elle le regarda comme si elle ne savait plus très bien si elle avait rêvé sa dernière phrase ou s'il était réellement venu. « Tu as dit que tu pouvais empêcher ça ?» demanda-t-elle à voix basse. Il s'assit à côté d'elle, sans chercher à formuler des promesses. Il n'en était plus à l'heure des mots creux. « Je peux au moins essayer et je vais le faire. » Claire le fixa longuement.
comme si elle tentait de retrouver dans les traits du milliardaire froid qu'elle avait toujours connu l'ombre de cet homme nouveau, plus proche, presque vulnérable. Elle murmura « Je n'aurais jamais cru que tu serais là à cet instant. Moi non plus. » Il sourit, fatigué. « Mais j'y suis. » Le silence qui suivit n'était plus celui de l'incompréhension. C'était celui du poids partagé. Elle reprit doucement. « Tu sais, pendant des mois, j'ai vécu avec cette peur sourde de ne plus pouvoir offrir rien de stable à mes filles. Je faisais semblant. Tous les matins, je me levais et je leur souriais. Même quand le frigo était vide. Même quand je devais inventer des histoires pour qu'elles croient qu'un miracle allait arriver. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. Et un jour, je suis tombé. Physiquement, moralement. Ce n'est pas que je n'avais plus de force. C'est que je ne croyais plus que quelqu'un pouvait encore m'aider. Arnaud sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'était pas du genre à se laisser submerger, mais il comprenait dans chaque mot qu'elle prononçait le gouffre dans lequel elle avait dû survivre. « Je n'ai jamais demandé d'aide. » Elle baissa les yeux. Par fierté, par peur, et parce que j'ai appris à me taire. Il posa alors sa main sur la sienne, un geste rare, presque maladroit, mais profondément sincère. Claire ne la retira pas. « Tu n'auras plus à te taire, pas cette fois. » Un battement passa comme une respiration plus profonde, le genre de silence qu'on ne brise pas parce qu'il contient plus que n'importe quel discours. « Et les filles, murmura-t-elle, elles sont en sécurité. Élodie s'occupe d'elles. Je vais les ramener ici dès que tu iras mieux. » Claire ferma les yeux, soulagée. Un petit sourire traversa son visage fatigué. « Elles ont parlé ?»« Un peu. Lucie m'a regardé comme si elle voulait me juger. Elle est vive. Manon est douce. Elles t'attendent. » Elle hocha la tête, émue. « Lucie, c'est moi. Manon, c'était Julien. » Arnaud fronça les sourcils. « Le père ? Oui, il est parti. Il n'a jamais su être père ou compagnon. Il s'est éteint doucement, dans l'alcool et les absences. Je n'ai jamais su si c'était ma faute. Ce ne l'est pas. » La voix d'Arnaud fut ferme, sans appel. Claire le regarda, surprise de cette certitude. Il poursuivit. « Tu as tenu bon. Plus que n'importe qui aurait pu le faire. Et maintenant, c'est à moi de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Elle sembla vouloir répondre, mais une infirmière entra à cet instant souriante, avec une perfusion à changer. Arnaud se leva, recula d'un pas pour lui laisser l'espace. « Je dois m'absenter, juste un peu, mais je reviens. » Elle le fixa grave. « Promets-le. » Il ne répondit pas tout de suite, puis hocha lentement la tête. « Je te le promets. » Et dans cette promesse, il y avait plus qu'un simple engagement. Il y avait une intention profonde, réparer ce qui avait été détruit, pas seulement pour Claire, mais pour lui aussi. Lorsqu'il quitta la chambre, la pluie commençait à tomber doucement sur les vitres. Il traversa le couloir, sortit son téléphone et appela son bureau. « Préparez une réunion avec le conseil. Aujourd'hui, je veux un rapport complet sur la maison de Claire Dupont, sur les acquisitions de 2019 et sur toutes les propriétés rachetées avec des occupants. » La voix de son assistante, surprise, trembla à l'autre bout du fil. « Tout de suite, monsieur Morel. » Il raccrocha, releva le col de son manteau. Il n'était plus simplement un milliardaire qui réglait une anomalie dans ses comptes. Il devenait un homme prêt à affronter ce qu'il avait ignoré trop longtemps. Lorsqu'Arnaud retourna à la maison de Claire en fin d'après-midi, le ciel semblait s'être refermé sur le village comme un couvercle de plomb. La pluie fine persistait, collant à ses épaules et à ses idées. Chaque pas sur le sentier boueux résonnait comme un écho de ce qu'il avait vu à l'hôpital, de ce qu'il avait entendu et de tout ce qu'il ne pourrait plus ignorer. Il entra dans la maison sans frapper. À l'intérieur, une chaleur relative régnait grâce au vieux radiateur électrique qu'Élodie avait branché dans le salon. Les jumelles étaient là, assises sur le tapis entourées de quelques dessins éparpillés. Manon coloriait en silence, concentrée, tandis que Lucie fixait la porte comme si elle l'avait senti s'ouvrir avant même qu'il ne l'ait franchie. Élodie se leva de la cuisine, une tasse de thé à la main. Elle lui fit un signe de tête grave, l'invitant à parler à l'écart. « Comment va Claire ?» demanda-t-elle dès qu'ils furent seuls. Faible, mais lucide, elle m'a tout raconté. Elle acquiesça comme si elle n'attendait rien d'autre. Il ajouta plus bas, « Elle pense qu'on va lui enlever les filles. » Élodie soupira, baissant les yeux. « Ce n'est pas qu'une peur, c'est une réalité. »
Il la fixa, incrédule. Un signalement a été fait par l'hôpital. C'est la procédure. Une mère hospitalisée, 2 enfants retrouvés seuls, sans nourriture, sans surveillance. Dans 72 heures, s'il n'y a pas d'évolution concrète de leur situation familiale, les services sociaux agiront. Arnaud resta figé, absorbant chaque mot comme une gifle. C'est absurde. Elle ne les a pas abandonnés. Elle s'est effondrée en essayant de les nourrir. Je sais, toi aussi, moi aussi. Mais la loi n'écoute pas les intentions. Elle évalue les faits. Et les faits sont contre elle. Il se tourna vers le salon. Lucie venait de lever la tête, comme si elle sentait l'angoisse dans l'air. Que peut-on faire? Élodie le regarda intensément. Il faut prouver que Claire peut offrir un cadre stable, immédiatement. Pas dans 1 mois, pas dans 1 an. Il faut une adresse sûre, des revenus ou une promesse d'emploi, une structure d'accueil sécurisée. Et surtout, une personne de confiance qui puisse répondre pour elle. Il comprit ce qu'elle sous-entendait. Il n'y avait pas d'autres options, pas de demi-mesure. Où il s'engageait pleinement, où il regardait la famille se désintégrer. « Je m'en occupe. » Élodie le retint par le bras. « Tu dois être sûr, Arnaud. Ce n'est pas un chèque qu'on signe. C'est une vie. 3, en fait. » Il soutint son regard. « Je suis sûr. » Le soir même, il convoqua une réunion d'urgence avec ses collaborateurs les plus proches. Non pas au siège feutré de l'entreprise, mais dans une salle neutre, à mi-chemin entre la ville et le village. Il voulait de la discrétion, de la réactivité, pas des procédures. Autour de la table, plusieurs visages surpris. On murmurait, on spéculait. Lorsqu'il entra, tout le monde se tut. La maison située au 14 chemin des Peupliers a été acquise par erreur en 2019 dans un lotissement de propriété. Elle appartenait de droit moral sinon légal à la famille Dupont. Je veux un audit immédiat sur les circonstances de cette acquisition, les communications effectuées à l'époque et toute preuve d'abus de position dominante. Un juriste tenta de prendre la parole. « Monsieur Morel, légalement, il le coupa net. Je ne parle pas de légalité, je parle de justice. » Un autre collaborateur plus jeune osa. « Vous envisagez de lui restituer le bien. Je ne l'envisage pas, je l'exige. » Un murmure parcourut la salle. Arnaud poursuivit. « Et ce n'est pas tout. Je vais prendre en charge les frais de rénovation du logement. Il doit être habitable, sécurisé et adapté à 2 enfants. Je veux un architecte sur place demain matin. » Quelqu'un tout sauta. Le responsable des finances. « Arnaud, avec tout le respect que je vous dois, ce geste est risqué. Il envoie un message très émotionnel. » « Oui, c'est exactement le but. » Un silence pesant. Il ajouta « Et si ça vous inquiète, préparez-vous. Ce n'est que le début. » La réunion fut levée dans un climat d'incompréhension mêlé d'admiration muette. Arnaud savait qu'il venait de briser une ligne invisible. Il n'était plus seulement le dirigeant au sang-froid. Il devenait l'homme qui s'exposait, qui dérangeait l'ordre établi. Et il s'en moquait. De retour à la maison, il retrouva Lucie et Manon endormies sur le canapé, leurs dessins en éventail autour d'elle, comme une barrière de couleur, contre la peur. Il resta debout un long moment à les regarder, puis il s'assit sur une chaise face à elles. Il comprenait maintenant. Ce qu'il avait vu dans leurs yeux ce premier jour n'était pas seulement de la peur, c'était une prière muette, un appel à rester. Et il resterait. Le lendemain matin, Arnaud retourna à la maison de Claire dès l'aube. Le village émergeait lentement du brouillard, les toits ruisselants d'humidité, les volets encore clos. Il portait avec lui un dossier épais, un mélange de documents juridiques, de plans cadastraux et de copies d'anciens contrats. Il avait passé la majeure partie de la nuit à lire, fouiller, recouper. Il savait qu'il avait ignoré trop de détails dans sa carrière, que des décisions prises depuis des bureaux climatisés avaient impacté des vies silencieuses, effacées par l'ambition. Mais cette fois, il voulait voir tout, comprendre tout. Claire, encore faible, avait été autorisée à sortir provisoirement de l'hôpital sous surveillance. Élodie l'avait ramenée et elle dormait dans sa propre chambre, épuisée mais entourée de ses filles. Arnaud entra doucement, n'osant pas troubler la quiétude précaire de la maisonnée. Il s'installa à la cuisine, étala les feuilles sur la table et commença à assembler le puzzle. La maison avait été enregistrée au nom de Jeanne Dupont, la grand-mère de Claire, jusqu'en 2015. À sa mort, aucun acte officiel n'avait été rédigé pour transférer la propriété à sa petite-fille. Pas par négligence, mais parce que Jeanne pensait que la maison ne valait rien.
Et Claire, accaparée par la maternité et une vie déjà instable, n'avait jamais entamé les démarches. En 2019, lors de l'acquisition d'un ensemble de biens immobiliers par Morel Gestion, un lot de 23 propriétés avait été vendu par une société de recouvrement. Parmi elles se trouvait la maison des Dupont. Personne n'avait alors signalé d'occupant. Aucune vérification n'avait été faite. Pour les services administratifs, c'était un bien vacant. Pour Claire, c'était chez elle. Arnaud serra les dents. Il lut attentivement une note manuscrite de l'époque, laissée par un assistant juridique. Cette adresse a été ajoutée à la dernière minute. Vérifier usage réel plus tard. Ce « plus tard » n'était jamais venu. Et à cause de cette omission, une femme avait perdu son héritage, sa sécurité, son refuge. Il ferma le dossier et resta un moment les mains jointes, le regard vide. Il repensait à tous les visages anonymes croisés au fil des ans, à toutes ces signatures apposées mécaniquement. Il comprenait enfin que derrière chaque ligne de contrat, il y avait une histoire. Une dette, pas seulement financière, mais humaine. Des pas feutrés le tirèrent de ses pensées. Claire entra dans la cuisine, les traits tirés mais debout. Elle portait une chemise usée et une écharpe fine autour du cou. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, regarda la table, pleine de papiers, puis le regarda lui. « Tu travailles déjà ?» Il sourit faiblement. « J'essaie de réparer. » Elle s'approcha, s'assit lentement et observa les documents. Il les lui montra un à un, expliquant chaque étape. La vente du lot, l'absence de signalement, l'erreur de transcription. À mesure qu'il parlait, elle blanchissait. « Alors, ce n'est pas toi ?» Il secoua la tête. « Je n'étais même pas au courant de cette maison en particulier. Elle faisait partie d'un ensemble, comme une ligne dans un fichier. » Elle ferma les yeux, soupira profondément. « Je t'ai détesté. Longtemps. Je le comprends. » Un silence doux s'installa entre eux. Puis elle dit, d'une voix presque étranglée, « C'était la maison de mon enfance. J'y ai grandi avec ma grand-mère. Elle me racontait des histoires près de la cheminée. Je pensais que mes filles y grandiraient aussi. » Arnaud serra le dossier dans ses mains. « Cette maison doit être à toi. » Claire le regarda, surprise, presque méfiante. « Ce n'est pas une faveur, c'est une réparation. » Elle baissa les yeux. « Et les services sociaux ? Ils auront les preuves qu'il faut. L'acte de propriété sera rétabli. J'ai aussi contacté un entrepreneur. Les travaux commenceront demain. » Elle eut un rire amer. « Tu crois que repeindre les murs va convaincre une assistante sociale ?» Il sortit une feuille pliée de sa veste, la posa devant elle. C'était un contrat de travail à en-tête de la fondation qu'il était en train de créer. Un poste d'assistante de coordination avec un salaire fixe, un emploi stable et surtout une promesse. Claire resta figée. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Il réfléchit un instant, puis répondit « Parce que tu m'as réveillé, et parce que tes filles m'ont regardé comme si j'avais encore une chance d'être un homme meilleur. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle essaya de les cacher en baissant la tête, mais il posa doucement sa main sur la sienne. « Tu n'es pas seule, Claire. Plus maintenant. » Elle le regarda en silence. Et pour la première fois, elle n'eut pas besoin de répondre. Il avait compris. Le soleil était encore bas lorsque Arnaud entra dans la grande salle de réunion du siège social de Morel Gestion. Il n'avait pas mis les pieds ici depuis plusieurs jours. Tout lui semblait plus froid, plus impersonnel qu'avant. Les murs de verre, les fauteuils design, les écrans de contrôle, tout transpirait l'efficacité, mais désormais, il y percevait un vide. Autour de la table ovale, une dizaine de visages familiers l'attendaient. Membres du conseil d'administration, juristes, directeurs de secteur, des hommes et femmes qu'il avait lui-même choisis pour leur loyauté, leur compétence, leur capacité à exécuter sans poser de questions. Aujourd'hui, il venait leur demander l'inverse. Il ne perdit pas de temps. Dès que chacun fut installé, il se leva et ouvrit son dossier. Pas de préambule. « Je vous ai réunis pour vous présenter une proposition que vous allez probablement tous désapprouver, mais je vous demande de l'écouter jusqu'au bout. » Il lança une série de documents sur l'écran principal. Plan de rénovation, estimation de coûts, dossier juridique de restitution de la maison à Claire, contrat de travail. Tous les détails de ce qu'il avait mis en marche. Il s'agit d'un cas précis, d'une situation que nous avons provoquée sans le savoir, ou en le sachant sans s'en soucier. Une propriété acquise dans des conditions juridiquement valables, mais humainement contestables. Une femme, employée dans
Nos bureaux s'est retrouvé à louer sa propre maison, puis à la perdre par omission administrative. Un murmure parcourut la salle. Un des administrateurs prit la parole. « Arnaud, avec tout le respect, tu proposes de lui rendre la maison, de financer sa rénovation et de la salarier dans une structure qui n'existe même pas encore ?»« Non, je ne propose pas, je vais le faire. » Un silence pesant s'abattit. Un autre membre du conseil, plus âgé, fronça les sourcils. « Ce précédent est dangereux. Combien d'autres cas pourraient remonter à la surface si l'on commence à creuser? Et le conseil des actionnaires ne verra pas cela d'un bon œil. » Arnaud croisa les bras. « J'assumerai seul toutes les conséquences financières de cette action. Pas un euro ne sortira des caisses de l'entreprise. » La stupeur gagna l'assemblée. Le directeur juridique prit la parole à son tour. « Ce geste pourrait être interprété comme une ingérence dans la gouvernance de Morel Gestion. Tu brouilles les frontières entre l'homme et la société. » Il sourit amer. « Ces frontières ont toujours été brouillées. Je les ai dessinées, et aujourd'hui, je les redéfinis. » Une tension sourde grandissait. Personne n'osait encore poser la question évidente. Mais Arnaud la devança. « J'ai également pris une décision personnelle. » Il ouvrit une enveloppe, en sortit une lettre manuscrite et la posa devant lui. « Ceci est ma lettre de démission, du poste de directeur exécutif de Morel Gestion. » Un électrochoc. Des voix s'élevèrent aussitôt. « Tu ne peux pas faire ça, Arnaud. C'est ton empire. On a bâti tout ça autour de toi. » Il leva une main, les stoppa, net. « Justement, c'est bien pour ça qu'il faut que je parte. » Le plus jeune du conseil, jusqu'alors silencieux, murmura « Pour une femme? Pour 2 enfants ?» Il secoua la tête « Non, pour moi. » Il les regarda un à un. « Parce que j'ai vu 2 enfants affamés me regarder comme si j'étais leur dernier espoir. Parce que j'ai lu les mots tremblants d'une mère qui préférait s'effondrer dans la rue plutôt que de mendier. Parce que j'ai compris que notre succès repose trop souvent sur des silences achetés et que je ne veux plus en faire partie. » Personne ne répondit. Il y avait dans ces mots une force qu'aucune objection ne pouvait briser. Il rangea ses affaires, se leva et dit simplement « Je quitte cette salle en tant que fondateur, mais je continuerai ailleurs différemment. Et si l'un de vous veut me suivre, il sait où me trouver. » Il quitta la pièce sous le regard abasourdi de ses anciens partenaires. Dehors, le vent avait forci. Lyon était grise, humide, nerveuse. Il prit un taxi, donna une adresse nouvelle, le notaire avec qui il finalisait les statuts de sa fondation. Il l'avait appelée Chance Seconde, une structure dédiée aux mères en difficulté, aux familles à la dérive que le système oubliait. Claire serait la première à en bénéficier, pas comme une assistée, mais comme une force nouvelle. Il avait vu en elle une capacité de résilience que la plupart des gens riches qu'il connaissait n'auraient jamais su imaginer. Elle serait l'exemple, le point de départ. Lorsqu'il arriva au bureau du notaire, tout était prêt. Il signa les documents, inscrivit le nom de Claire dans la première clause comme destinataire de l'aide initiale, puis prit un moment pour relire le texte. Pas une ligne n'était de trop. Le notaire lui tendit la main, solennel. « C'est rare de voir un homme comme vous faire un pas pareil. » Arnaud répondit simplement « Ce n'est pas un pas, c'est un retour. » En sortant, il se sentit plus léger que depuis des années. Il n'avait plus de titre, plus de fonction officielle, mais pour la première fois depuis longtemps, il savait qui il voulait être. Et ce soir-là, en entrant dans la petite maison encore délabrée, Claire le regarda longuement. Elle savait déjà. Lucie courut vers lui. Manon sourit. Il était revenu. Et il ne repartirait plus. Les jours qui suivirent furent portés par un rythme nouveau, un équilibre fragile entre les démarches administratives, les travaux de rénovation et les premiers pas d'une fondation qui prenait forme plus vite que prévu. Arnaud, désormais affranchi de tout poste officiel, consacrait ses journées à coordonner les efforts, à signer les derniers documents, à répondre aux appels de partenaires curieux ou méfiants. Il se trouvait à mi-chemin entre 2 mondes, celui qu'il avait quitté et celui qu'il apprenait à construire. Claire, quant à elle, retrouvait lentement ses forces. Elle passait ses matinées à lire, à observer les ouvriers transformer sa maison, à s'occuper des filles, plus apaisée depuis qu'elle sentait, sans pouvoir l'exprimer, que les choses s'ordonnaient autour d'elle. Lucie recommençait à parler. Manon riait plus souvent. La maison, encore en travaux, vibrait d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé espérer. Un vendredi matin, alors qu'Arnaud s'apprêtait à se rendre au siège provisoire de sa fondation,
un ancien local associatif réaménagé en espace de travail, il reçut un appel inattendu. C'était un numéro inconnu, mais une intuition le poussa à décrocher. « Monsieur Morel, ici Pauline Bernier, journaliste au Lion Citoyen. » Il se raidit légèrement. « Oui, nous avons eu vent de votre récente démission et des actions que vous entreprenez via votre nouvelle fondation. J'aimerais vous rencontrer pour en parler. » Il hésita. Il n'aimait pas les journalistes. Trop souvent, il réduisait la complexité à des titres chocs. Mais il savait aussi qu'il allait devoir rendre ses choix publics, tôt ou tard. Cet après-midi à 15h, dans mes nouveaux bureaux. La journaliste accepta. À l'heure dite, elle arriva seule, carnet en main, un sourire neutre. Elle n'était pas là pour un scoop facile. Elle voulait comprendre. L'entretien dura 1 heure. Arnaud lui parla de Claire, sans trahir son intimité. Il évoqua la maison, les jumelles, l'injustice cachée dans les chiffres, la décision de tout quitter. Il parla de ce qu'il ressentait, ce qu'il essayait encore de définir. Et à la fin, il ajouta, presque malgré lui, « Ce n'est pas une histoire de charité. C'est une histoire de réparation. » La journaliste le remercia, promit de lui envoyer le papier avant publication. Il ne s'en préoccupa pas davantage. Il avait d'autres priorités. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette interview allait devenir virale en moins de 24 heures. Le samedi matin, Lion Citoyen publiait un article intitulé « Le milliardaire qui a rendu une maison au lieu de la saisir ». L'article était précis, émouvant, sans être misérabiliste. Il racontait la transformation d'un homme, mais aussi celle d'un système. Il évoquait la fondation, les mères seules, les enfants en attente d'un foyer sûr. Et surtout, il mettait en lumière un modèle possible d'intervention privée au service du bien commun. Rapidement, d'autres médias s'en emparèrent. Les réseaux sociaux relayèrent l'histoire. Des anciens employés, des habitants du quartier, même des concurrents réagirent. Certains avec cynisme, d'autres avec admiration. Mais une chose était claire. Le nom d'Arnaud Morel ne renvoyait plus seulement à des chiffres et des mètres carrés. Il était désormais associé à une transformation. Et le rebondissement ne s'arrêta pas là. 3 jours plus tard, une lettre manuscrite arriva à la Fondation. Elle portait un cachet administratif. Elle venait d'une femme du ministère de la Cohésion sociale. Arnaud la lut 2 fois avant d'en comprendre toute la portée. La lettre lui proposait un partenariat pilote avec l'État. Utiliser le modèle de sa fondation comme base pour un programme national de soutien aux mères isolées. L'aide serait logistique, juridique, financière. Mais il demandait que lui, Arnaud, en soit le visage public. Il resta longtemps assis, la lettre en main. Il pensait avoir tout abandonné de l'ancien monde, mais il comprenait à présent que son influence pouvait servir autrement. Pas en dominant, mais en ouvrant la voie. Il prit le téléphone, appela Claire. « Tu es occupée ? Les filles sont en train de peindre une cabane en carton dans le salon. J'ai le droit à 5 minutes. » Il rit. « Je viens de recevoir une proposition du ministère. Pour toi ? Pour nous ?» Elle se tut, puis dit simplement « Alors allons-y ». Le lendemain, dans une salle communale pleine de mères venues de toute la région, Claire prit la parole pour la première. Fois en public, elle raconta d'une voix simple et droite son histoire. Pas pour émouvoir, mais pour alerter. Elle parlait des nuits sans lumière, des jours sans repas, de la honte silencieuse, de la peur que ses filles soient emportées loin d'elle. Et quand elle dit « Un homme a décidé de ne pas détourner les yeux », tous les regards se tournèrent vers Arnaud. Il comprit alors que le véritable rebondissement n'était pas dans la presse ni dans les ministères. Il était là, dans cette salle, dans cette femme qui n'avait plus peur de dire « je », taille dans ses enfants qui pouvaient enfin dire « demain ». Les mois qui suivirent furent à la fois intenses et étrangement paisibles. Il y avait dans cette reconstruction une forme de beauté brute, un rythme nouveau que ni Claire ni Arnaud n'avaient connu auparavant. La maison, entièrement rénovée, avait retrouvé son âme. Les murs portaient encore l'odeur fraîche de la peinture, mais aussi les rires qui s'y étaient installés. Claire, désormais officiellement employée par la Fondation Chance Seconde, travaillait comme assistante sociale auprès des premières bénéficiaires. Elle avait refusé un poste symbolique ou administratif. Elle voulait être sur le terrain, proche des femmes, écouter, comprendre, transmettre. Elle savait ce que c'était que de se taire, de survivre dans le silence. Et elle savait que l'écoute était le premier refuge qu'on pouvait offrir. Tous les matins, elle partait avec son sac en toile, ses carnets,
ses dossiers. Elle revenait le soir, souvent fatiguée, mais portée par un feu intérieur qu'Arnaud observait avec un mélange d'admiration et de pudeur. Il la croisait presque tous les jours. Officiellement pour des réunions, des bilans, des décisions à prendre. Officieusement parce qu'il ne savait plus très bien passer une journée sans entendre sa voix. Lucie et Manon, quant à elles, avaient intégré une école réputée de la région grâce à un partenariat éducatif noué par la Fondation. Leur adaptation avait été fulgurante. Les enseignants parlaient d'une intelligence vive, d'une créativité débordante. Lucie montrait une capacité rare à poser les bonnes questions. Manon dessinait sans arrêt, comme si elle reconstruisait le monde à sa façon, à coups de couleurs et de formes douces. La petite famille s'était recomposée à sa manière. Arnaud n'avait jamais officiellement pris une place dans leur vie privée. Il n'était ni tuteur, ni parrain, ni voisin. Il était simplement là. Il passait certains dimanches chez elle, partageait un repas, aidait aux devoirs, réparait une étagère bancale. Il était devenu un repère discret, mais essentiel. Un samedi de printemps, Claire l'invita à rester dîner. Elle avait cuisiné un plat qu'elle disait être le seul que ses filles mangeaient sans faire de grimaces. Des lasagnes au thon et aux épinards. La table était simple, couverte d'un tissu à carreaux rouges, les verres dépareillés, les couverts anciens. Il y avait quelque chose de profondément apaisant dans cette normalité conquise de haute lutte. Pendant le repas, Manon montra à Arnaud un dessin. C'était une maison avec un grand arbre devant, 2 petites filles sur une balançoire, et un homme aux cheveux noirs qui tenait une pelle à côté d'un jardin. Il sourit. « C'est toi, là ?» demanda-t-il. Elle acquiesça fièrement. « Tu plantes des tomates ?» Lucie ajouta plus sérieusement, « et des carottes. » Claire, assise à côté de lui, le regarda en silence. Ils échangèrent un sourire. Rien n'était dit, mais tout était là. Après le repas, ils restèrent tous les 4 sur le canapé. Un vieux film passait à la télévision, mais personne ne le regardait vraiment. Lucie s'endormit la première, la tête sur l'épaule de sa mère. Manon lutta quelques minutes, puis se glissa contre Arnaud, son souffle calme, confiant. Il sentit son cœur se serrer doucement, mais cette fois sans douleur. C'était un poids doux, celui des choses qui comptent. Claire murmura « Elle t'adore ». Il répondit sans détour « Moi aussi ». Le silence s'installa, mais il était paisible, dense de sens. Il n'y avait pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Le présent suffisait. Quelques jours plus tard, la Fondation célébra son premier anniversaire dans la mairie de Lyon. Une centaine de personnes étaient présentes, bénéficiaires, partenaires, anciens collaborateurs, élus, journalistes. Claire prononça un discours, sobre sans effet. Elle parla des chiffres, plus de 50 familles aidées, des projets futurs, mais aussi de ce que cela avait changé en elle. Puis, elle invita Arnaud à la rejoindre sur scène. Il n'avait rien préparé. Il prit le micro, observa l'assemblée, puis dit « Je pensais avoir tout vu, tout compris. Je croyais que réussir, c'était posséder. Puis j'ai croisé 2 petites filles dans une cuisine vide. Et j'ai compris que je ne savais rien. » Il fit une pause, puis ajouta « Cette fondation n'est pas une œuvre. C'est une seconde chance pour ceux qui en ont besoin. Et sans que je m'en rende compte, pour moi aussi. » À la fin de la soirée, alors que les invités partaient, Claire s'approcha de lui. « Tu sais que tu as changé, n'est-ce pas ?» Il sourit, regardant Lucie et Manon jouer à l'autre bout de la salle. « Je ne sais pas si j'ai changé, mais je sais que je suis enfin à ma place. » Elle lui prit la main. Juste un instant, sans promesse, sans peur, juste la présence. Et dans cette main serrée, il y avait toute la lumière qu'il n'avait jamais su chercher. Un an s'était écoulé depuis ce jour gris où Arnaud avait franchi la porte entr'ouverte de la maison de Claire. 12 mois de basculement, d'apprentissage, de reconstruction silencieuse. Ce qui avait commencé comme un simple déplacement pour traiter un impayé s'était transformé en la plus profonde révolution de sa vie. Il était assis dans un petit café de quartier, près de la Saône, face à une journaliste du magazine Rhône Humanité. L'entretien était prévu depuis des semaines, une rétrospective de l'année, de sa fondation, de sa chute assumée du monde des affaires vers quelque chose de plus viscéral. La journaliste, une femme vive et attentive, lança l'enregistrement. « Monsieur Morel, quand vous regardez en arrière, pensez-vous avoir changé ?» Il sourit doucement. « Je pense avoir enfin regardé. »
Elle le regarda, intriguée. « Regardez quoi? Les gens, leur fatigue, leur silence, moi-même. » Elle hocha la tête, notant. Puis, « Beaucoup disent que vous avez tout quitté à cause d'une seule situation. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est exagéré ?» Il prit une inspiration. Son regard se perdit un instant à travers la vitre où passaient des familles, des enfants, des hommes pressés. Un jour, j'ai vu 2 petites filles, assises sur un carrelage froid, affamées, seules. Et tout ce que j'étais devenu jusqu'alors m'a paru inutile. J'ai compris que la fortune que je croyais maîtriser m'avait en fait isolé, et que ces enfants, dans leur silence, m'avaient ramené au monde. La journaliste se tut un instant, touchée, puis elle demanda « Et Claire Dupont ?» Il sourit, plus large. « Elle est la femme la plus forte que j'ai rencontrée. Elle a survécu à la disparition, au dénuement, à la peur. Et elle a tendu la main aux autres, même quand elle était encore en train de se relever. Elle m'a appris que demander de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. » La journaliste, visiblement émue, éteignit son enregistreur. « Merci, Monsieur Morel. Je crois que vous venez de donner à votre histoire le plus beau des épilogues. » Il haussa les épaules. « Ce n'est pas un épilogue, juste un chapitre de plus. » Il quitta le café sous un ciel d'avril clément, les mains dans les poches, l'esprit calme. Il rejoignit à pied la maison de Claire, qui était devenue bien plus qu'une adresse. Il entra sans frapper. Lucie courut vers lui, un cahier dans les mains. Elle venait de recevoir sa première bonne note en expression écrite. Manon arriva ensuite, bras tendus, pour un câlin silencieux. Claire sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur un torchon. Elle le regarda, puis lui tendit une lettre ouverte. « C'est du ministère. Ils valident le modèle de la fondation. Ils veulent l'implanter dans 3 autres régions. » Il lut rapidement. Puis releva les yeux vers elle. « C'est ton travail, ton idée, ton courage. » Elle secoua la tête. « C'est notre engagement. » Ils sortirent tous les 4 dans le jardin où l'arbre que Jeanne, la grand-mère de Claire, avait planté autrefois, portait de nouveaux bourgeons. Arnaud s'installa sur un banc. Lucie et Manon couraient autour du tronc, riant, libres. Claire s'assit à ses côtés. Il dit doucement « Je croyais que j'avais tout perdu en quittant mon entreprise. Mais j'ai gagné quelque chose que je n'aurais jamais pu acheter. » Elle le regarda longuement. « Tu as trouvé ton cœur. » Il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le vent soulevait les cheveux de Manon. Le soleil réchauffait les pierres de la façade. L'ancienne maison, autrefois froide et vide, débordait désormais de voix de vie, d'espoir. Ce lieu qui avait été le théâtre de la peur et de la chute était devenu un sanctuaire. Et alors que les rires des filles résonnaient dans l'air tiède de la fin d'après-midi, Arnaud comprit que sa richesse ne serait plus jamais mesurée en biens ni en chiffres, mais en secondes de vérité, en gestes de tendresse, en silence partagé, et en regards d'enfants qui vous choisissent, sans condition.